Dans les lointaines étendues du passé, là où les brumes du temps s'estompent, nous nous aventurons ce soir à la rencontre d'une figure légendaire, dont le nom seul évoque un monde de courage, d'honneur et de noblesse, le chevalier. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par le murmure de l'histoire. Les bruits du monde moderne s'effacent, remplacés par le doux craquement du bois dans la cheminée d'un château, le tintement des outils d'un forgeron au loin et le murmure des conversations d'un autre temps. Alors que nous dérivons à travers les siècles, nous traversons une période de l'histoire que l'on nomme le Moyen Âge. C'est une ère qui s'étend sur près de 1000 ans, depuis la chute de l'Empire romain d'Occident au XXe siècle jusqu'à l'aube de la Renaissance au XVe siècle. C'est une période souvent imaginée sous les traits d'un monde d'ombres et de ténèbres, mais en réalité, c'est une époque riche en innovation, en art, en philosophie et bien sûr en figures fascinantes comme le chevalier. Le chevalier n'est pas seulement un guerrier à cheval, il est l'incarnation d'un idéal, un pilier de la société féodale qui se construit lentement sur les ruines de l'ancien monde romain. Son existence est étroitement liée à l'évolution des pratiques militaires et sociales. Au début du Moyen Âge, les guerriers à cheval sont des hommes libres, souvent de simples propriétaires terriens qui peuvent s'offrir un équipement coûteux. Mais avec le temps, leur rôle devient plus central et leur statut se formalise. C'est la naissance de la chevalerie, un système de valeurs et de règles qui va bien au-delà de la simple maîtrise du combat. La chevalerie est un code d'honneur, un ensemble de principes moraux et spirituels qui dictent la conduite du chevalier, tant sur le champ de bataille que dans la vie de tous les jours. C'est un code qui exige la bravoure, la loyauté envers son suzerain, la protection des faibles et des opprimés et le respect de l'Église. Ce sont ces idéaux qui donnent un sens à leur existence. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. La vie d'un chevalier commence bien avant qu'il ne reçoive son épée. C'est un long et rigoureux chemin, une série d'étapes qui transforment un jeune garçon en un guerrier d'élite. Ce n'est pas un parcours accessible à tous. Il est réservé à une certaine élite sociale, celle des seigneurs et des nobles. Dès son plus jeune âge, le fils de noble est envoyé à la cour d'un seigneur, où il devient un page. C'est le début de sa formation. Il y apprend les rudiments de l'équitation, de la chasse et de l'art de la courtoisie. Il apprend à servir son seigneur et sa dame, à être poli, respectueux et discret. Ces années d'apprentissage sont fondamentales, car elles forment non seulement son corps, mais aussi son caractère et ses manières. Elles le préparent à l'étape suivante, celle de l'écuyer. En tant qu'écuyer, le jeune homme entre dans le monde de la guerre. Il assiste un chevalier plus expérimenté, s'occupe de ses armes, de son cheval, l'accompagne au combat et se bat à ses côtés. C'est une période d'entraînement intense où il perfectionne sa maîtrise de l'épée, de la lance et de l'armure. Il apprend les tactiques et les stratégies de la guerre. Mais ce n'est pas seulement un entraînement physique, c'est aussi un apprentissage moral. Il est témoin de la bravoure de son maître, de sa loyauté, de sa foi. Il apprend à gérer la peur et la douleur, à se relever après une défaite et à toujours se souvenir de l'honneur. Et après des années de service et de dévouement, si son Seigneur le juge digne, il est enfin prêt pour la cérémonie la plus importante de sa vie, l'adoubement. L'adoubement n'est pas un simple rituel, c'est une transformation sacrée, une cérémonie qui le fait passer d'écuyer à chevalier. C'est un moment solennel, souvent accompagné d'une veillée d'armes où il passe la nuit en prière devant ses armes. Le lendemain, devant sa famille, ses pairs et l'Église, il est adoubé par son Seigneur. Le moment clé est le coup d'épée porté sur sa nuque, un geste symbolique qui marque la fin de sa vie d'écuyer et le début de sa vie de chevalier. Il prononce alors un serment de fidélité, de protection et de respect du code de chevalerie. Il est désormais un membre à part entière de cette caste guerrière, lié par des devoirs et des honneurs, et prêt à servir son Seigneur et sa foi. Mais les chevaliers ne vivent pas dans un monde de bataille et de combats permanents. Ils mènent aussi une vie quotidienne au sein des châteaux, des cours et des domaines qui constituent la structure de la société féodale. Nous explorerons cette vie bien loin des récits de batailles épiques. Nous nous pencherons sur la vie du château
le cœur de leur pouvoir et de leur existence. Nous découvrirons comment ils gèrent leurs terres, leurs serviteurs et les paysans qui travaillent pour eux. Nous nous attarderons sur leurs loisirs, leurs tournois, leurs joutes, qui sont bien plus que de simples jeux, mais de véritables occasions de montrer leur valeur et de gagner en réputation. Et bien sûr, nous parlerons aussi de l'amour courtois, cet idéal romantique qui influence profondément la culture médiévale, et des femmes nobles qui jouent un rôle crucial dans cette société. Ce sont elles qui gèrent les domaines en l'absence de leur mari, qui éduquent les enfants et qui maintiennent l'ordre de la maisonnée. Le chevalier idéal est non seulement un guerrier courageux, mais aussi un poète et un homme de cour, un protecteur dévoué de sa dame. Ce voyage à travers le temps sera doux et paisible. Nous naviguerons doucement à travers les siècles, en évitant les tumultes et les drames. L'histoire se déroulera comme une tapisserie que l'on tisse lentement. Les bruits de la bataille, le choc des épées, les cris des hommes ne seront pour nous que des échos lointains, des sons qui se perdent dans la quiétude de la nuit. Notre but n'est pas d'être submergé par le chaos du passé, mais de comprendre la vie d'un chevalier, de sa naissance à sa mort, dans le calme d'un récit apaisant. Alors que vos paupières s'alourdissent et que votre respiration ralentit, imaginez un monde de châteaux imposants, de forêts profondes et de villages endormis sous la lune. Laissez votre esprit vagabonder. Les figures des chevaliers se dessinent dans l'ombre, leurs armures scintillantes sous les étoiles. Ils ne sont pas de simples héros de contes, mais de véritables hommes, avec leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs. Ce soir, nous vous invitons à vous endormir avec eux, à vous laisser bercer par le récit de leur vie, de leurs codes, de leurs batailles. Laissez le passé vous envelopper comme une couverture chaude. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par le sommeil. L'histoire des chevaliers vous attend. Alors que le silence s'installe, nous remontons le fil du temps jusqu'à l'aube d'une vie, celle d'un garçon qui ne sait pas encore que le destin le mène vers le chemin de la chevalerie. Au Moyen Âge, la naissance d'un fils dans une famille noble est un événement d'une importance capitale. Sa vie est planifiée bien avant sa venue au monde, car il est l'héritier du nom, des terres et du pouvoir de son père. Le futur chevalier voit le jour dans l'enceinte d'un château fortifié, une bâtisse de pierre qui est à la fois sa maison, le centre de son univers, et un symbole de la puissance de sa famille. Ces châteaux, souvent froids et sombres, sont pourtant des lieux de vie intenses, où le garçon grandit au milieu d'une domesticité animée de serviteurs, de soldats et d'autres membres de sa famille. Dès son plus jeune âge, le garçon est imprégné des valeurs de son milieu. Il ne joue pas au même jeu que les enfants des paysans. Ses jouets sont de petites épées en bois, des chevaux à bascule, qui l'initient de manière ludique à son futur rôle de guerrier. Il observe son père, son oncle ou son grand-père, tous des chevaliers chevronnés, et il admire leur prestance, leur force et leur autorité. Les histoires que l'on lui raconte ne sont pas des contes de fées, mais des récits héroïques de batailles, de croisades et de tournois, où l'honneur, la bravoure et la fidélité sont les vertus ultimes. La religion est également une part essentielle de son éducation précoce. On lui apprend à prier, à connaître les saints et à vénérer Dieu, car la foi et la guerre sont indissociables dans l'esprit du chevalier médiéval. L'Église est une force omniprésente, et il est enseigné que son devoir est aussi de défendre la chrétienté. L'éducation du jeune noble n'est pas une question d'instruction formelle. Il n'apprend pas à lire et à écrire dans une salle de classe, comme on le ferait aujourd'hui. L'apprentissage se fait par l'observation et la pratique. Il apprend à monter à cheval très tôt, d'abord sur un poney, puis sur un cheval de plus en plus grand. L'équitation est une compétence fondamentale pour un chevalier et il doit devenir un avec sa monture. Il apprend également les bases de la chasse, une activité qui n'est pas seulement un loisir, mais un entraînement au combat. Poursuivre un sanglier ou un cerf dans la forêt, c'est apprendre la ruse, la patience et le courage, des qualités essentielles sur le champ de bataille. Cependant, la vie dans le château n'est pas un paradis insouciant. L'ambiance est souvent austère, la discipline stricte. Le garçon est préparé à une vie difficile, une vie de responsabilité et de devoir. À l'âge de 7 ans,
Le moment est venu pour lui de quitter sa famille pour commencer son véritable apprentissage. C'est une tradition, un rite de passage. Il est envoyé dans le château d'un autre seigneur, souvent un allié de son père, parfois un parent éloigné. L'objectif est double. Il apprend la loyauté envers un autre maître que son père, et il grandit loin de l'influence protectrice de sa mère et de sa famille. Ce départ est un moment solennel, marquant la fin de son enfance et le début d'une vie entièrement dédiée à l'acquisition des compétences nécessaires pour devenir un chevalier. Dans ce nouveau foyer, le jeune garçon devient un page. Il est désormais au service du seigneur et de la dame du château. Ses tâches sont humbles et variées: servir à table, porter les messages, aider les nobles à s'habiller. Ce n'est pas une vie de grand luxe. Il dort avec d'autres pages et écuyers dans un dortoir, dans des conditions souvent rudimentaires. Mais c'est une opportunité unique d'observer de près la vie de la cour, d'apprendre les manières, la courtoisie et les coutumes. C'est à ce moment-là qu'il commence à maîtriser les arts de la noblesse, la musique, la danse, le chant et parfois même la lecture, si l'éducation du seigneur est particulièrement avancée. Il est sous l'autorité de la dame du château qui lui enseigne les bonnes manières et l'art de la cour, des compétences aussi importantes que la maîtrise de l'épée. Le statut de page dure environ 7 ans. C'est une période cruciale pour son développement physique et mental. Il est en train de passer de l'enfance à l'adolescence. Son corps se renforce, sa mémoire s'affine et son esprit s'éveille à la complexité des relations humaines et de la politique de la cour. Mais surtout, c'est la première étape d'une longue et difficile préparation à la guerre. C'est à cet âge qu'il commence à s'entraîner sérieusement au maniement des armes. Il utilise d'abord des épées de bois, des boucliers légers, et il s'exerce à la course, au saut et à la lutte. L'objectif n'est pas seulement de développer sa force, mais aussi sa discipline, sa coordination et son endurance. Ce long chemin, loin de sa famille, est le premier sacrifice qu'il fait pour l'honneur de sa future vie de chevalier. Alors que les ombres s'allongent et que la lune s'élève dans le ciel, nous laissons le jeune page dormir dans le château de son seigneur, rêvant peut-être d'un futur où son nom sera synonyme de bravoure et d'honneur. La vie médiévale peut sembler lointaine et étrange, mais les thèmes de l'éducation, de la discipline et du passage à l'âge adulte sont des aspects qui résonnent à travers les âges. Laissez ces images apaisantes vous accompagner dans votre propre voyage intérieur, alors que le passé et le présent se fondent doucement dans un sommeil réparateur. Le jeune page, désormais familier avec la cour et ses manières, s'approche d'une nouvelle étape de sa formation. Les années passent, son corps se renforce et son esprit s'aiguise. Autour de 14 ans, il est élevé au rang d'écuyer. Ce n'est pas encore un chevalier, mais il est maintenant sur la dernière ligne droite de son long apprentissage. Son rôle change radicalement. Il quitte le service de la dame pour se lier à un chevalier qu'il va servir avec dévouement pendant les années à venir. Cet homme, souvent un chevalier expérimenté, devient son mentor, son guide et en quelque sorte son père spirituel. Le quotidien de l'écuyer est bien plus rude et exigeant que celui du page. Il est désormais immergé dans le monde de la guerre et des armes. L'une de ses premières tâches est de s'occuper du cheval de son maître, une monture de guerre précieuse et coûteuse. Le cheval, souvent appelé un destrier, est la fierté et l'outil principal du chevalier. L'écuyer doit s'assurer que l'animal est toujours propre, bien nourri et en parfaite santé. Il apprend à connaître chaque détail de son harnachement et à le préparer pour la bataille ou la joute. Ce soin minutieux pour le cheval est un enseignement de la responsabilité et de l'importance de chaque élément de l'équipement militaire. Mais son service ne s'arrête pas là. Il est aussi le gardien des armes de son maître. Il doit polir l'épée, aiguiser la lance, entretenir le bouclier et veiller à ce que l'armure soit toujours en parfait état. L'armure, composée de milliers d'anneaux de métal ou de lourdes plaques, est incroyablement complexe et demande un entretien constant pour éviter la rouille et la détérioration. C'est en nettoyant et en réparant ces pièces d'acier que l'écuyer comprend le poids de l'armure, la façon dont elle s'articule et les vulnérabilités qu'elle peut présenter. Il apprend ainsi, par la pratique, à se familiariser avec l'équipement qui sera un jour le sien.
L'apprentissage de l'écuyer ne se limite pas à des tâches subalternes. Il est le compagnon de son maître, le suivant partout où il va. Il l'accompagne lors des chasses, l'assiste dans les tournois et le suit sur le champ de bataille. C'est à ce moment qu'il commence à manipuler des armes plus lourdes et plus réalistes. Il s'entraîne avec l'épée et la lance, mais aussi avec le bouclier, dans de rudes séances de combat. Son corps se muscle et son endurance s'accroît. Il apprend les tactiques et les stratégies de la guerre en observant son maître au combat. Il est sur le front, souvent à l'arrière, prêt à remettre une lance à son chevalier si la sienne se brise, à lui donner une nouvelle épée ou à le soigner en cas de blessure. Il est le bras droit de son mentor. Mais cet apprentissage est bien plus que la simple maîtrise des armes. L'écuyer observe son maître dans toutes les situations. Il le voit interagir avec ses pairs, rendre justice à ses sujets et faire preuve de clémence ou de fermeté. Il est le témoin privilégié des valeurs de la chevalerie en action. Il apprend la loyauté, la bravoure, l'honneur et le respect des règles du combat. Il est également initié à la courtoisie, l'art de bien se comporter en société. Il apprend à se vêtir élégamment, à converser avec les dames et les seigneurs et à prendre part aux banquets et aux fêtes. Ces compétences sociales sont considérées comme aussi importantes que les compétences martiales, car un chevalier est à la fois un guerrier redoutable et un homme de cour raffiné. La vie d'écuyer est donc une période de transition intense, où le garçon devient un homme, où l'élève devient un quasi-maître. Ce n'est qu'après des années de service loyal et de démonstration de courage qu'il peut être jugé digne de recevoir les honneurs de la chevalerie. C'est un long examen de passage, sans date précise, car c'est le seigneur qui décide si son écuyer est prêt. Parfois, l'adoubement a lieu sur le champ de bataille, après un acte de bravoure exceptionnel. D'autres fois, c'est une cérémonie plus formelle, planifiée avec soin. Dans le silence de la nuit, nous pouvons imaginer le jeune écuyer, après une longue journée d'entraînement, s'endormant sur sa paillasse. Ses rêves ne sont plus ceux d'un enfant. Il rêve de bataille, d'honneur, de la gloire de servir un seigneur et de ce moment tant attendu où il recevra le coup d'épée qui le fera devenir chevalier. Ce désir d'accomplissement est un sentiment qui traverse les âges et que nous pouvons ressentir encore aujourd'hui. Laissez cette aspiration noble et paisible vous accompagner doucement vers le sommeil. Après de longues années de service en tant qu'écuyer, le moment tant attendu arrive enfin. C'est l'aube d'un nouveau jour, un jour qui restera gravé dans les annales de sa vie. Le jeune homme, dont le nom est désormais synonyme de loyauté et de courage, se prépare pour la cérémonie la plus importante de son existence, l'adoubement. Ce n'est pas un simple événement mondain, mais un rituel sacré, imprégné de symbolisme religieux et de tradition militaire. C'est le passage d'une vie à une autre, une transformation spirituelle qui fait de lui un guerrier de Dieu et de son Seigneur. La cérémonie commence souvent par une veillée d'armes. La veille de l'adoubement, le futur chevalier se rend dans une chapelle. Il y passe la nuit, seul, en prière. Ses armes, soigneusement polies et placées sur l'autel, sont le seul objet de sa contemplation. C'est un moment de réflexion profonde et de purification. Il médite sur sa vie passée, sur les sacrifices à venir, et il prie pour la force, le courage et la sagesse. Cette veillée est une manière de se préparer spirituellement au serment qu'il va prononcer. Il est censé se laver de ses péchés et se présenter pur devant Dieu, car la chevalerie est, avant tout, un engagement sacré. Le lendemain matin, la cérémonie de l'adoubement a lieu. Elle se déroule souvent dans la grande salle du château ou parfois dans une église, en présence de la cour, des amis et de la famille. Le futur chevalier est d'abord baigné et vêtu d'un vêtement blanc, symbolisant la pureté de son âme. On lui remet ensuite un vêtement rouge pour symboliser le sang qu'il est prêt à verser, et enfin un vêtement noir, rappelant qu'il est mort à sa vie d'écuyer pour renaître en tant que chevalier. Il est ensuite conduit devant le Seigneur qui va l'adouber. Le cœur de la cérémonie est le serment. Le futur chevalier s'agenouille devant son Seigneur. Il prête serment de fidélité et de loyauté, promettant de servir son suzerain avec honneur et dévouement. C'est un engagement solennel qui le lie à vie à son Seigneur. Il promet également de défendre la foi chrétienne, de protéger les faibles, les veuves et les orphelins,
et de faire preuve de courage et de générosité. Ce serment, plus qu'un simple engagement oral, est la fondation de tout l'idéal chevaleresque. Après le serment, vient le moment le plus emblématique de la cérémonie, le coup de plat de l'épée, ou parfois le coup de poing sur la nuque. Le seigneur touche l'épaule, le cou ou la nuque du nouveau chevalier avec le plat de sa propre épée. Ce geste, appelé la paumer ou la coller, est à la fois symbolique et physique. Il s'agit du dernier coup qu'il peut recevoir sans riposter, rappelant l'humilité et la discipline. Le Seigneur prononce alors les mots fatidiques du type « Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier ». À partir de ce moment, le jeune homme n'est plus un écuyer, mais un véritable chevalier. La cérémonie ne s'arrête pas là. On lui remet alors l'équipement symbolique du chevalier. D'abord son épée, qui est le symbole de son pouvoir et de sa justice. La sangle de l'épée est attachée autour de sa taille. Vient ensuite l'éperon, qui symbolise la rapidité et la diligence avec lesquelles il doit accomplir ses devoirs. Enfin, il reçoit son bouclier et sa lance. Il se lève et peut parfois monter à cheval et faire une démonstration de ses compétences. Le reste de la journée est consacré aux festivités, aux banquets et aux jeux pour célébrer l'arrivée du nouveau chevalier dans la fraternité des guerriers. Le chevalier est désormais un homme à part entière, mais aussi un homme de son temps. Sa nouvelle vie est celle d'un guerrier, mais aussi celle d'un noble. Il a des terres, un château et des responsabilités envers ses sujets. Il est le bras armé de son Seigneur et le protecteur de son peuple. Il est également un homme de foi qui doit vivre sa vie en accord avec les principes de l'Église. Sa vie est un équilibre fragile entre la guerre et la paix, entre la violence et la piété. Alors que nous laissons le nouveau chevalier contempler sa nouvelle épée, fraîchement adoubée, nous pouvons imaginer les émotions qui l'habitent. La fierté, la peur, le sens du devoir. C'est la fin d'un long voyage et le début d'un autre. Ces rites de passage, ces cérémonies qui marquent les étapes importantes de la vie, nous parlent d'une profonde quête de sens. Laissez ces réflexions vous accompagner doucement vers le sommeil, bercé par le doux cliquetis des armures lointaines. Maintenant que le jeune homme est devenu chevalier, le rideau se lève sur la vie quotidienne qui l'attend. Loin des cérémonies solennelles, de l'adoubement et de la fureur des batailles, son existence est rythmée par la vie au château, le centre névralgique de son pouvoir et de son identité. Imaginez-vous un instant dans ces forteresses de pierre, massives et imposantes, qui se dressent au-dessus des villages et des terres qu'elles protègent. La vie dans ces lieux est une complexité d'activités, de hiérarchie et de rituels. Le matin commence tôt. Un chevalier se lève avec le soleil, car il a de nombreuses responsabilités à gérer. En tant que vassal, il doit souvent se présenter à son seigneur suzerain pour lui faire allégeance ou pour discuter des affaires du domaine. Il doit aussi prendre en charge l'administration de ses propres terres. Un chevalier n'est pas seulement un guerrier, il est aussi un propriétaire terrien. Il a des paysans qui travaillent ses champs en échange de sa protection, des artisans qui travaillent dans les ateliers du village et des serviteurs qui s'occupent du château. La gestion de ce domaine est une tâche complexe qui demande de l'autorité, de la sagesse et de la connaissance de la justice. Le château est une petite ville en soi. Il y a la grande salle où les banquets et les réunions se tiennent, la chapelle où l'on prie, les cuisines où l'on prépare le repas, les écuries où l'on prend soin des chevaux et les quartiers privés du seigneur. Le chevalier vit dans ce monde avec d'autres chevaliers, leurs écuyers, leurs familles et une multitude de serviteurs. Il est au sommet d'une pyramide sociale locale et son rôle est de maintenir l'ordre et la stabilité. Cela signifie qu'il doit parfois trancher des litiges entre paysans, lever des taxes ou recruter des hommes pour la défense. C'est une responsabilité lourde, mais qui lui confère respect et autorité. Lorsque les devoirs quotidiens sont accomplis, le chevalier a aussi des loisirs, qui ne sont pas de simples divertissements, mais souvent des extensions de son entraînement militaire. La chasse, par exemple, est une activité très prisée. Poursuivre un gibier, qu'il s'agisse d'un sanglier ou d'un cerf, est une manière d'améliorer ses compétences équestres, sa maîtrise de la lance et sa capacité à manœuvrer en terrain difficile. La fauconnerie
est une autre de ces activités, où le chevalier apprend la patience et la discipline en dressant un oiseau de proie. Ces loisirs pratiqués dans les forêts et les domaines du château ne sont pas seulement un moyen de se distraire, mais aussi de se maintenir en forme et de perfectionner les compétences nécessaires au combat. La vie d'un chevalier est également une vie de famille. Il se marie, souvent dans le cadre d'une alliance politique arrangée, pour consolider son pouvoir ou celui de son seigneur. Sa femme, la dame du château, joue un rôle essentiel. Elle n'est pas une simple potiche. En l'absence de son mari, elle est responsable de la gestion du domaine, de l'éducation des enfants, de la supervision des serviteurs et du maintien de l'ordre. Sa force et sa sagesse sont cruciales pour le bon fonctionnement du domaine. L'éducation des enfants, en particulier celle des filles, est de son ressort, mais elle prépare aussi les jeunes garçons à leur avenir, jusqu'à leur départ pour devenir pages. Dans le calme de la nuit, nous pouvons imaginer le chevalier, après une journée de travail et d'entraînement, assis près du feu de cheminée, écoutant les poètes ou les ménestrels qui chantent des exploits passés. C'est dans ces moments de paix que l'esprit s'apaise et que la vie prend son sens. La musique douce, le crépitement du feu, le murmure des voix. Ces images apaisantes sont les dernières que nous vous offrons avant de vous laisser glisser doucement vers le sommeil. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ces foyers médiévaux et rêvez d'un monde où l'honneur et le devoir étaient les maîtres mots. Au cœur de l'identité du chevalier se trouve son équipement, et en particulier son armure et son épée. Ces objets ne sont pas de simples outils de guerre, ils sont des extensions de son être, des symboles de son statut, de sa puissance et de sa foi. Alors que le sommeil vous gagne, imaginons-nous dans l'atelier d'un forgeron médiéval où le martèlement lointain et rythmé façonne ses pièces d'acier. L'épée est l'arme la plus noble et la plus symbolique du chevalier. Elle n'est pas qu'une simple lame tranchante, c'est un objet d'une importance quasi religieuse. Souvent, elle a un nom, une histoire, et est transmise de père en fils. Elle symbolise la justice, la force et la protection des faibles. La lame, généralement à double tranchant, est conçue pour être à la fois solide et relativement légère, capable de couper à travers les côtes de mailles et les peaux. Le pommeau, à l'extrémité du manche, sert de contrepoids pour une meilleure maniabilité, et la poignée est souvent conçue pour offrir une prise ferme, même avec un gant de maille. Le chevalier jure sur son épée, et la forme de celle-ci, avec sa garde, sa poignée et sa lame, rappelle une croix, renforçant le lien entre le guerrier et sa foi. Mais le plus emblématique de l'équipement du chevalier est sans doute son armure. Au début du Moyen Âge, l'armure est surtout composée d'une cotte de maille, une sorte de tunique longue faite de milliers de petits anneaux de fer entrelacés. La cotte de maille est incroyablement efficace pour protéger des coups d'épée et des flèches, mais elle est très lourde, et sa fabrication est un travail titanesque. Pour se protéger la tête, le chevalier porte un casque de fer simple, souvent conique, parfois avec une protection nasale. Au fil des siècles, l'armure évolue. On commence à ajouter des pièces de métal solides, des plaques de fer, sur les parties les plus vulnérables du corps, les genoux, les coudes, les épaules. L'armure de plaque, ou harnois complet, ne se développe pleinement qu'à la fin du Moyen Âge, vers le XIVe et XVe siècle. Cette armure est une véritable merveille d'ingénierie. Elle est composée de plaques d'acier articulées et conçue pour dévier les coups. Contrairement à l'idée reçue, elle n'est pas si lourde qu'on le pense, car le poids est réparti sur tout le corps du chevalier, ce qui lui permet de se déplacer, de courir et de se battre. L'armure complète peut peser entre 20 et 30 kilos, ce qui est lourd, mais gérable pour un homme entraîné. Sous l'armure, le chevalier porte un vêtement rembourré, le gambisson, pour amortir les chocs. L'équipement du chevalier comprend également d'autres pièces essentielles. Le bouclier, par exemple, n'est pas seulement un moyen de se protéger, mais un support pour son blason, son héraldique. Le blason, avec ses couleurs et ses symboles, est la carte d'identité visuelle du chevalier et de sa lignée. Il est présent sur son bouclier, mais aussi sur sa bannière et sur la couverture de son cheval, le caparaçon. La lance, une arme de cavalerie redoutable, est utilisée pour charger l'ennemi. C'est une arme de choc incroyablement puissante.
Chaque pièce de cet équipement a une histoire, une utilité et un sens. Ils sont le reflet de son rang, de sa richesse, de son identité. Porter l'armure, c'est se transformer en un symbole vivant de la puissance, de l'honneur et du devoir. Ce n'est pas une simple coque de métal, mais une seconde peau, une protection qui le sépare du monde et le lie à sa vocation. Alors que nous laissons les échos du marteau du forgeron s'estomper, imaginez la silhouette d'un chevalier, immobile dans le clair de lune, son armure scintillant doucement. Il est prêt à affronter les défis du lendemain. Laissez cette image de force et de protection vous envelopper et glissez doucement dans un sommeil profond et paisible. Après avoir exploré le cœur du château et l'essence même de l'équipement du chevalier, notre récit nous mène maintenant vers l'endroit où la bravoure et l'honneur sont mis à l'épreuve, le champ de bataille et le tournoi. Ces deux univers, bien que différents, sont les théâtres où le chevalier déploie son savoir-faire et se forge une réputation. Les guerres médiévales sont souvent moins vastes et moins organisées que les guerres modernes. Elles se déroulent sur des périodes limitées, souvent lors de campagnes militaires courtes où les chevaliers sont appelés à servir leur suzerain. Le rôle du chevalier est capital dans ces conflits. En tant que cavalerie lourde, il est l'élite militaire de son époque. Armé de sa lance, de son épée et de son lourd destrier, il incarne la force de frappe décisive sur le champ de bataille. La charge de cavalerie est l'une des tactiques les plus redoutables et les plus emblématiques de l'ère médiévale. Imaginez un instant le bruit sourd des sabots, le choc des lances et l'éclat des armures sous le soleil. Cette charge n'est pas seulement une attaque physique, c'est aussi un assaut psychologique, conçu pour briser les lignes ennemies. Les combats sont souvent brutaux et personnels. Ils se déroulent au corps à corps, dans la poussière et le sang. La survie dépend de la maîtrise de l'épée et du bouclier, mais aussi de l'endurance et de l'habileté à manœuvrer. Le chevalier doit être capable de se défendre contre les fantassins, de contourner les formations de piques et de faire face à d'autres chevaliers. Malgré l'idéal de la chevalerie, les réalités du champ de bataille sont dures et impitoyables. La peur, la fatigue et la douleur sont des compagnons constants, et seule une volonté de fer peut permettre au chevalier de remplir son devoir. Parallèlement aux guerres, il y a les tournois. Les tournois ne sont pas de simples divertissements. Ils sont l'occasion pour les chevaliers de s'entraîner, de montrer leur valeur, d'améliorer leurs compétences et de gagner en prestige, mais aussi en argent. Un tournoi peut se dérouler sur plusieurs jours et attirer des chevaliers venus de toute l'Europe. Les spectateurs, qu'il s'agisse de nobles, de dames ou de roturiers, se rassemblent pour assister aux joutes et aux mêlées. Les joutes sont sans doute l'épreuve la plus célèbre du tournoi. Deux chevaliers s'affrontent, lancés au galop l'un vers l'autre, avec pour objectif de briser leur lance sur le bouclier ou l'armure de leur adversaire. La joute est un exercice de précision, de force et de courage. Mais il y a aussi la mêlée, qui est une simulation de bataille, où les équipes de chevaliers s'affrontent dans un combat de masse. La mêlée est moins réglementée et peut être très dangereuse. Le but n'est pas de tuer, mais de capturer d'autres chevaliers pour demander une rançon, ce qui peut être très lucratif pour un chevalier victorieux. Les tournois ont un rôle social et économique crucial. Un chevalier habile peut devenir célèbre, attirer l'attention d'un grand seigneur et améliorer sa position sociale. C'est l'occasion de montrer son blason, de faire la cour aux dames et de s'intégrer dans la haute société. Le tournoi est le reflet du monde idéalisé de la chevalerie, un monde où la bravoure, la force et la courtoisie se rencontrent. Alors que ces images de combats lointains s'estompent doucement dans votre esprit, laissez le silence et la tranquillité reprendre leur place. Le bruit du choc des armes n'est plus qu'un écho lointain, et le vent murmure une berceuse à travers les remparts des châteaux. Laissez ces pensées apaisantes sur la bravoure et le courage vous envelopper pour vous conduire vers un sommeil profond et réparateur. Au-delà des batailles et des tournois, la vie du chevalier est façonnée par deux forces puissantes qui ont laissé une empreinte indélébile sur son identité: le code de la chevalerie et l'amour courtois. Ces deux idéaux, bien que souvent relégués au rang de mythes, étaient de véritables piliers de la culture médiévale.
et ils nous permettent de comprendre la complexité de l'esprit chevaleresque. Le code de la chevalerie n'est pas un texte écrit avec des lois formelles. C'est un ensemble de valeurs et de comportements qui définissent ce qu'est un bon chevalier. La première de ces vertus est la bravoure. Un chevalier doit être courageux au combat, prêt à faire face à l'ennemi sans reculer, même face au danger de mort. Mais le courage n'est pas une simple absence de peur, c'est aussi la force de défendre les plus faibles et de se battre pour une cause juste. C'est ce courage qui le distingue du simple soldat. La loyauté est une autre vertu essentielle. Le chevalier est lié par un serment d'allégeance à son seigneur, et ce lien est sacré. Il doit servir son suzerain sans faillir, le soutenir en temps de guerre comme en temps de paix. Cette loyauté s'étend également à ses compagnons d'armes, créant une fraternité qui se renforce sur le champ de bataille et dans les tournois. La générosité est également une qualité très appréciée. Un chevalier se doit d'être généreux, de ne pas être cupide, de faire preuve de largesse envers les pauvres et les voyageurs. Cette générosité est un signe de sa noblesse d'âme, et elle est souvent célébrée par les poètes et les chroniqueurs. Mais le code de la chevalerie s'étend aussi à la courtoisie, cet art de se comporter à la cour. Le chevalier doit être un homme de manière, capable de converser avec les dames, de réciter des poèmes et de se comporter avec grâce et respect en société. C'est ce qui nous mène à l'idéal de l'amour courtois. L'amour courtois n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est un concept littéraire et social qui idéalise la relation entre un chevalier et une dame noble, souvent une femme mariée d'un rang supérieur. Dans cet amour, la dame est une figure de perfection, une source d'inspiration pour le chevalier. L'amour qu'il lui porte est une force motrice qui le pousse à devenir un meilleur guerrier, un meilleur poète, un homme plus vertueux. Il se bat pour elle, il compose des poèmes en son honneur, et il accomplit des exploits pour gagner sa faveur. Cet amour est souvent secret, platonique et impossible, ce qui le rend d'autant plus noble et intense. La dame, de son côté, n'est pas une simple demoiselle en détresse. Elle est puissante, elle a une influence, et elle peut récompenser le chevalier de ses efforts par un simple regard, un mot ou un petit ruban. L'amour courtois est un jeu complexe de séduction et de service, où l'on respecte les règles de la cour, où l'on maîtrise ses émotions et où l'on cherche l'élévation spirituelle à travers l'amour. Les grands poètes médiévaux, comme Chrétien de Troyes, ont immortalisé cet amour courtois dans des récits de chevaliers errants et de quêtes mystiques, créant ainsi un idéal romantique qui a traversé les siècles. Ces deux concepts, le code de la chevalerie et l'amour courtois, se complètent. Le code donne au chevalier un cadre moral pour sa vie publique et militaire, tandis que l'amour courtois lui donne un idéal pour sa vie privée et spirituelle. Ils créent ensemble la figure complexe et fascinante du chevalier, un homme qui est à la fois un guerrier féroce et un amoureux romantique. Alors que ces récits d'honneur et d'amour se fondent dans les ombres de la nuit, nous pouvons sentir la douceur et la noblesse de ces idéaux d'un autre temps. Laissez ces images apaisantes de poésie, de bravoure et de respect vous bercer, et glissez doucement dans un sommeil rempli de rêves médiévaux. Alors que la nuit s'approfondit, notre voyage nous conduit vers une autre facette de la vie du chevalier, sa dévotion à l'Église et son engagement dans les croisades. La foi est un pilier central de l'identité médiévale, et pour le chevalier, elle est indissociable de son rôle de guerrier. L'Église sanctifie la violence à travers le concept de la guerre juste, et le chevalier se voit confier le devoir sacré de défendre la chrétienté. L'Église est omniprésente dans la vie du chevalier. De son baptême à son adoubement, chaque étape de sa vie est marquée par un rituel religieux. Le chevalier assiste à la messe, prie dans la chapelle de son château et cherche le conseil des prêtres et des moines. Il est éduqué dans la crainte de Dieu et la promesse de la vie éternelle. La chevalerie est perçue comme un ordre religieux et militaire, dont les membres sont des serviteurs de Dieu. Les saints patrons des chevaliers, comme Saint Michel et Saint Georges, sont vénérés, car ils incarnent la lutte du bien contre le mal. Cette fusion de la foi et de la guerre atteint son apogée avec les croisades. Les croisades sont une série de guerres saintes lancées par l'Église au IIe siècle,
avec pour objectif de reprendre les lieux saints de la Palestine, en particulier Jérusalem, aux mains des musulmans. Pour des milliers de chevaliers à travers l'Europe, cet appel est une opportunité unique. C'est l'occasion de racheter leurs péchés par le service, de gagner la gloire et l'honneur en défendant la foi et de partir à l'aventure dans des terres lointaines. Imaginez le chevalier, après des mois de préparation, partant de son château pour un voyage incertain. Le chemin vers la Terre Sainte est long, périlleux et semé d'embûches. Il doit traverser l'Europe à cheval, naviguer sur la Méditerranée et affronter un monde qu'il ne connaît pas. La vie de croisé est une vie de privation et de danger, où la maladie, la famine et les attaques des bandits sont des menaces constantes. La foi est leur seule boussole, leur seule source de force dans cette quête. Les batailles en Terre Sainte sont différentes des combats en Europe. Le climat, les tactiques et les armes des ennemis sont nouveaux. Le chevalier doit s'adapter, apprendre à se battre contre une cavalerie légère, à supporter la chaleur accablante et à faire face à des sièges interminables. Mais au-delà des combats, les croisades sont aussi des occasions d'échange et de découverte. Les croisés entrent en contact avec des cultures, des sciences et des arts qu'ils ne connaissent pas. Ils découvrent des produits comme les épices, la soie, le verre, et rapportent en Europe des connaissances en médecine, en mathématiques et en philosophie. C'est un choc des cultures qui, malgré la violence, enrichit les deux civilisations. Certains chevaliers, inspirés par cet idéal, créent des ordres de moines guerriers, comme les Templiers ou les Hospitaliers. Ces ordres combinent les vœux monastiques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance avec les devoirs militaires de la chevalerie. Ils deviennent les protecteurs des pèlerins, les gardiens des lieux saints et les banquiers de l'Europe. Leur existence même est la preuve que la foi et l'épée peuvent coexister dans l'esprit du chevalier. Les croisades s'achèvent, mais l'héritage spirituel et militaire qu'elles laissent derrière elles est immense. L'idéal du chevalier en tant que guerrier de Dieu perdure, et le souvenir des batailles en Terre Sainte continue d'inspirer des générations. Laissez ces images de dévotion, de voyage et de courage vous accompagner dans un sommeil paisible et profond. Le son lointain des cloches de la chapelle et le murmure du vent dans les remparts des forteresses vous bercent doucement, et le passé se fond dans le présent. Alors que notre voyage touche à sa fin, nous glissons doucement vers les derniers chapitres de l'histoire de la chevalerie, une histoire de déclin et de transformation. L'idéal du chevalier, tel que nous l'avons connu, ne pouvait pas survivre à l'évolution de la société, de la guerre et des technologies. Le monde change, et avec lui le rôle du guerrier à cheval. À partir du XIVe siècle, de nouvelles forces émergent sur les champs de bataille qui remettent en question la suprématie de la cavalerie lourde. L'invention de la poudre à canon et le développement de l'artillerie sont les premières de ces innovations. Les canons et les arquebuses, bien que rudimentaires, sont capables de percer l'armure la plus solide et de briser les charges de chevaliers avec une efficacité terrifiante. Les châteaux, autrefois imprenables, ne résistent plus aux boulets de canon et leur importance stratégique diminue considérablement. En parallèle, l'infanterie se modernise. L'apparition de nouvelles armes, comme les longues lances et les arcs longs, transforme les armées. Les armées de piquiers suisses, disciplinées et bien entraînées, peuvent former des blocs de fantassins impénétrables, capables de repousser les charges de cavalerie. Les archers anglais, avec leurs arcs longs, peuvent lancer des volées de flèches qui transpercent les armures et sèment la confusion dans les rangs des chevaliers. Lors des batailles de Crécy, de Poitiers ou d'Azincourt, pendant la guerre de Cent Ans, l'infanterie démontre sa supériorité sur la chevalerie, sonnant le glas de l'âge d'or des guerriers à cheval. Le rôle social du chevalier évolue également. Les grands rois et les seigneurs, pour financer leurs guerres et leurs nouvelles armées, ont besoin d'argent, et non plus seulement de l'allégeance de leurs vassaux. L'économie change, les villes se développent, et une nouvelle classe de marchands et de banquiers, plus riches et plus influente, émerge. Le pouvoir n'est plus seulement lié à la terre et à la naissance, mais aussi à la richesse et à l'argent. Le chevalier, dont la fortune est souvent liée à des terres qui ne rapportent plus autant qu'avant, se retrouve financièrement dépassé par ces changements.
Le déclin de la chevalerie est aussi un déclin de l'idéal qui la sous-tend. Les valeurs de l'honneur, de la courtoisie et de la foi sont souvent mises de côté au profit de la ruse, de la politique et de la cruauté des guerres modernes. Le chevalier solitaire qui se bat pour une cause juste et l'amour d'une dame devient une figure de la littérature, un personnage de roman plutôt qu'une réalité. Le roman de Don Quichotte, écrit plus tard, en est une parodie mélancolique, où le chevalier errant devient le symbole d'un passé révolu. Mais la chevalerie ne disparaît pas sans laisser de traces. Ses idéaux, bien qu'affaiblis, continuent d'inspirer les arts, la littérature et la culture. L'héritage du chevalier se retrouve dans la noblesse moderne, dans les ordres de chevalerie honorifiques qui existent encore aujourd'hui, comme l'ordre de la Jarretière en Angleterre. Ces valeurs de courage, de loyauté et de générosité sont encore enseignées et célébrées dans nos récits et nos contes. L'image du chevalier en armure, protecteur des faibles et incarnation de l'honneur, demeure une figure puissante dans l'imaginaire collectif, un symbole d'un passé où la noblesse d'âme était aussi importante que la noblesse du sang. Le soleil se couche sur l'ère des chevaliers, mais leur ombre continue de planer sur l'histoire. Nous pouvons sentir leur présence dans les remparts des vieux châteaux, dans les salles d'armes des musées et dans les pages des livres qui racontent leurs aventures. C'est le souvenir de ces hommes qui nous a accompagnés dans notre voyage. Le crépuscule de leur ère marque le début d'une autre, et il est temps pour nous de clore ce chapitre. Laissez cette histoire de courage et de transformation vous accompagner dans la douceur d'un sommeil profond. Le voyage est terminé, mais l'héritage perdure.